Toujours la tension entre l'Algérie et le Maroc. La frontière commune est hermétiquement fermée. Reportage de nos envoyés spéciaux. Édouard Balladur confirme que l'État restera majoritaire dans le capital de Renault, au moins dans un premier temps. Sur ce dossier, sur la situation sociale et politique en général, les commentaires de notre invité, le socialiste Laurent Fabius. Également dans ce journal, l'interview exclusive accordée à France 2 par Taslima Nasrin, cet écrivain féministe du Bangladesh menacé de mort dans son pays par les fondamentalistes musulmans et réfugié en Suède depuis maintenant 3 semaines. Vous allez l'entendre, cette femme courageuse ne mâche pas ses mots en lançant un véritable appel à la résistance contre l'intolérance. Je pense que les fondamentalistes se multiplient en grand nombre. Ils veulent détruire le monde entier. Alors, tout le monde a une responsabilité pour les faire reculer de la société, de l'État, du monde. Moi, vous et tous les gens éclairés devraient repousser le fondamentalisme. En fin de journal, l'interview exclusive donc recueillie par Monique Atlan à Stockholm, où cette femme surnommée la Salman Rushdie du Bangladesh vit sous très haute protection policière. Madame, Monsieur, bonsoir. Cela ne s'arrange pas franchement entre l'Algérie et le Maroc. Les Algériens ont confirmé aujourd'hui que la frontière était fermée dans son intégralité et le chargé d'affaires marocain à Alger a été convoqué au ministère des Affaires étrangères. Sur l'ambiance qui règne actuellement au Maroc, reportage de nos envoyés spéciaux Anne Poncinet, Frédéric Bonnet. Fusils, mitrailleurs, chargeurs de Kalachnikov, brouilleurs de fréquences radio, réserves de balles de plusieurs calibres, l'arsenal présenté hier soir par la télévision marocaine est impressionnant. Il correspond à la description d'une cache d'armes dont les autorités marocaines ont annoncé la découverte à Aknoul, dans le nord. Mais ces armes ont été montrées à la télévision en même temps que 4 hommes. Ils sont les auteurs présumés de la fusillade de l'hôtel Atlas Asni à Marrakech la semaine dernière. Stéphane Haïtider, français d'origine algérienne, Radouane Hamadi, français d'origine marocaine, Kamal Benachka, français d'origine algérienne, et Abdelslam Karouaz, marocain, résidant en France. Mais le lien entre ces hommes et les armes découvertes à Aknoul n'est pas établi. Il se pourrait que la découverte de l'arsenal fasse suite à d'autres arrestations. C'est apparemment en réponse aux événements violents de Marrakech que les autorités ont organisé depuis plusieurs jours de nombreux contrôles de police sur les routes marocaines. Ils concernent surtout les voitures étrangères. Pour la presse marocaine, la nationalité ou l'origine des personnes arrêtées justifie que la police soit plus vigilante à l'égard des Algériens et leur impose un visa d'entrée, opinion partagée par les quelques personnes interviewées cet après-midi à Rabat. Le Maroc a raison de demander les visas parce que, comme vous savez, c'est pas à nos intérêts de faire entrer des gens pour faire des choses comme ça au Maroc. C'est pas à nos intérêts, bien sûr. Je pense que les Algériens, ce sont nos voisins. On a toujours eu des relations vraiment cordiales. Mais ce qu'ils ont voulu tenter de faire ici au Maroc, il n'est pas dans l'intérêt de deux pays. Sur la frontière, la situation ne s'est pas débloquée. Hier soir, l'Algérie annonçait la fermeture de sa frontière dans l'intégralité. Les autorités marocaines qualifient de dangereux terroristes les Français d'origine algérienne ou marocaine arrêtés après l'attentat dans un hôtel de Marrakech. 2 de ces hommes résident à la Courneuve, près de Paris. Selon la police, ils seraient connus, mais comme petits délinquants. Sur place, à la cité des 4000, Valérie Astruc, Jacques Gérard. C'est dans cet immeuble de la cité des 4000 que résidait l'une des personnes arrêtées au Maroc. Image prise de la voiture, car ici, pas question de filmer librement. Les jeunes de la cité sont méfiants. Les caméras ne sont pas les bienvenues. Nous sommes ici devant la mosquée. Notre présence déclenche tout de suite une réaction. Pourtant, d'après les habitants, Stéphane et Radouane étaient plutôt des gars sans histoire. Un des amis de Radouane a bien voulu parler de lui, mais à visage caché. Il était gentil, serviable, silencieux, il rendait beaucoup service. Quand on avait besoin de sa voiture, il prêtait. Il faisait la morale à tout le monde, il disait qu'aux gens, ouais, faut pas faire ça. C'est pour éviter les gens qui rentrent dans la délinquance, quoi. Surtout, il aimait bien jouer avec les petits. Il adorait les petits. Je crois qu'ils vont faire des kilomètres pour faire un braquage là-bas dans un autre pays. Il sait très bien que le Maroc a commencé.
Il habite là-bas, il habite là-bas, il est né là-bas. C'est pas qu'il est né là-bas, il connaît son pays d'origine. Il sait comment ça se passe, il connaît les lois marocaines, donc je pense pas qu'il aurait fait ça. Hein. Du côté de la famille de Radouane, même surprise. Nous sommes ici devant leur domicile. Ils refusent de se montrer, mais par téléphone, la mère de Radouane a accepté de nous parler de son fils. Mon fils, il veut les vacances, il veut que j'aille avec lui. Et moi, tellement que je suis une femme fatiguée, j'étais l'année dernière avec lui. Je dis non, mon fils, je ne peux pas aller avec toi cette année. Si tu veux, t'attends jusqu'à l'année prochaine, on va tous ensemble. Il s'est ennuyé le mois d'août, il est parti. Moi-même, j'étais très contente de lui. Hein. J'étais même fière de lui. Il était très, très correct. Jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, je dis c'est pas possible. Il arrive ça à mon fils, c'est pas possible. La mère de Radouane a donc contacté le consulat de France au Maroc. Pas de réponse, car Radouane a la double nationalité. En attendant, les habitants de la cité des 4000 restent sous le choc. Au Cambodge, expiration en principe aujourd'hui de l'ultimatum lancé par les Khmers rouges concernant 3 touristes étrangers, dont un jeune Français capturé le 26 juillet lors de l'attaque d'un train. Les négociations se poursuivent en vue de l'éventuel versement d'une rançon et les autorités gouvernementales se déclarent plutôt confiantes. Le point avec Philippe Rochaud. C'est à partir de Kampot que l'armée gouvernementale du Cambodge maintient la pression sur les ravisseurs à coups de canon. Elle coupe leur voie de ravitaillement et les empêche de prendre le large. Apparemment, les ravisseurs n'ont pas trouvé d'autres interlocuteurs que les Cambodgiens et non la France, l'Australie ou l'Angleterre comme ils le souhaitaient. La reine Monique, épouse du roi Sihanouk, vient elle-même de demander aux Khmers rouges de relâcher les otages dès que possible. Cet homme, M. Samia, qui se présente comme négociateur officiel, affirme savoir que les Khmers rouges ne toucheront pas à un cheveu des otages et qu'ils seront libérés dans 1 ou 2 semaines. Il sait aussi que beaucoup d'argent a été versé aux ravisseurs. La radio des Khmers rouges n'a pas proféré de menaces de mort explicites. À partir d'aujourd'hui, affirme-t-elle seulement, les pays occidentaux portent l'entière responsabilité de la sécurité des 3 hommes. Dans le marais politique cambodgien, Jean-Michel Braquet, le français, à gauche, Mark Slater, le britannique, au milieu, David Wilson, l'australien, sont l'enjeu d'une négociation qui a remis les Khmers rouges au centre de la vie du pays. Le parrain de Jean-Michel Braquet s'est rendu sur place au Cambodge pour tenter de faire parvenir un message familial à cet otage. De leur côté, les proches de Jean-Michel Braquet se sont organisés en comité de soutien. Reportage Yannick Aroussi, Didier Beaumont. Ils sont là presque chaque jour, les amis de Jean-Michel Braquet, son frère, dans les rues de Roquebrune-Cap-Martin. Ils ont déjà recueilli 9000 signatures sur cette pétition transmise au ministère des Affaires étrangères. Mais aujourd'hui, date de l'expiration de l'ultimatum des Khmers rouges, la tension est plus vive. C'est la grande angoisse, on se demande ce qui peut se passer, même si au fond de nous, on sait bien que cet ultimatum, c'est pour mettre la pression et j'ai bien peur qu'on soit reparti pour un autre ultimatum. Monsieur Mouquet, un ami de la famille, est donc parti à Phnom Penh. Mon père va le rejoindre demain. Et nous, ici, on doit continuer à ce que cette affaire se sache et surtout qu'on ne l'oublie pas. Ne pas oublier Jean-Michel et les 2 autres otages, c'est l'objectif du comité de soutien qui en fin de semaine conviera la population à écrire ses cartes à l'ambassadeur du Cambodge. On fait confiance aux politiques, on fait confiance aux diplomates. Le seul problème, c'est de temps en temps être informé sur l'évolution des négociations. Je pense que ça soulagerait la famille, ça soulagerait tout le monde. Voilà. Le manque d'information, la gravité de la situation n'incite pas à l'optimisme. Pourtant, chacun à Roquebrune aimerait que le compteur des jours de détention s'arrête enfin. La guerre en Bosnie, des dissensions semblent apparaître au sein de ce que l'on appelle le groupe de contact. Américains, Français, Allemands et Britanniques entendent en effet maintenir la pression sur le président serbe Milosevic tant qu'ils n'auront pas de garantie suffisante sur le fait que le cordon ombilical entre Belgrade et les Serbes de Bosnie a bel et bien été coupé. De leur côté, les Russes semblent favorables à une levée au moins partielle des sanctions économiques contre la Serbie. En visite à Belgrade puis à Sarajevo, le ministre russe des Affaires étrangères, Andreï Kosyrev, a en effet affirmé qu'il fallait récompenser Belgrade de son attitude courageuse et renforcer chez les Serbes la tendance favorable à une approbation du plan de paix international. Quand Mickey joue au yo-yo à la Bourse de Paris, séance de montagne russe aujourd'hui pour l'action Euro Disney qui, après avoir touché le fond à 7,55 francs, a terminé la séance à 9,10 francs au lieu de 8,40 francs hier. Il n'y a pas qu'à Paris que ce titre est chahuté. À Londres, il était en baisse de 21% à l'ouverture de la bourse. Explication Sébastien Ribert.
Les sourires et les baisers de Mickey dans son bel avion jaune charment les enfants, mais beaucoup moins les sociétés de bourse et les analystes économiques, plus attentifs à la chute des cours de l'action Euro Disney. L'avenir du projet lui-même est compromis, c'est-à-dire qu'il ne m'étonnerait pas du tout que dans 1 an, dans 2 ans, le parc lui-même soit remis en question, soit qu'il soit vendu, soit qu'il soit transformé complètement. Une sombre prévision qui fait bondir les dirigeants d'Euro Disney. Ils sont persuadés qu'en 1996, le parc de Marne-la-Vallée aura enfin trouvé son équilibre financier. Tout le monde est d'accord pour juger sur le succès de ce parc à long terme. Pourquoi voulez-vous qu'il ferme? Et pourquoi maintenir des rumeurs un peu malfaisantes sur, effectivement, la fermeture et la non-fermeture? Ça n'est même pas un sujet d'actualité. L'actualité, c'est plutôt une baisse de la fréquentation. Moins 6% depuis le début de l'année, moins 10% en juillet-août, malgré la chaleur estivale, et un taux de réservation des hôtels qui s'améliore. Au total, le groupe Euro Disney a perdu 1,6 milliard de francs ces 9 derniers mois. Et comme si Mickey était frappé d'un maléfice, les ennuis s'accumulent à la maison mère américaine. Le président Michael Eisner a subi plusieurs attaques cardiaques, sa santé inquiète. Le numéro 2, Frank Wells, s'est tué dans un accident d'hélicoptère et le numéro 3 a claqué la porte. Ce n'est pas tout, la fréquentation du parc de Californie est en baisse et surtout, le licenciement de 700 personnes est prévu à Disney World en Floride. En tout cas, pour beaucoup de petits porteurs français, le monde enchanteur de Walt Disney prend des allures de fée carabosse. Sophie Jouve a rencontré un petit entrepreneur dont le carrosse s'est transformé en citrouille. Christian Martin a beau aimer les sensations fortes, il se serait bien passé de la dégringolade de l'action Euro Disney qui constitue 75% de son portefeuille. Aujourd'hui, le moral du groupie de Mickey est en baisse. Je suis un chef d'entreprise et j'ai tendance à croire aux gens qui gagnent. Et quand Disney s'est installé en France, je pensais que c'était des gens qui avaient un réel savoir-faire. Et que ce savoir-faire allait être transplanté en France avec des gens compétents, sérieux, qui aient fait une étude économique assez poussée, de remplissage, etc. Enfin, tout ce qu'on peut faire dans un projet aussi important. Donc j'ai fait confiance à ces gens-là. 2 fois, notre entrepreneur a misé sur Mickey. 2 fois, il a pris le bouillon. Maintenant, il a compris. J'ai remis de l'argent dans l'opération, dans le dossier qui était recapitalisé, sur lequel je croyais, de nouveau. Donc ça fait 2 fois que vous perdez? Ça fait 2 fois, mais ça fera pas 3, mais ça fait 2, oui. Morale de l'histoire, le rêve tourne au cauchemar quand on se laisse griser par la publicité. Notre apprenti boursier, qui a subi aussi un revers sur Eurotunnel et perdu au total 2 millions de francs, voit ressurgir de vieux spectres. J'ai pas de solution aujourd'hui. Si je vends la totalité des titres, je suis quasiment sûr d'une perte. Si je garde tout, je risque de tout perdre. Bon, de fait, ça ressemblerait peut-être un peu à l'emprunt russe, mais sous une forme américaine, refaite et remodulée. Pour assainir la compagnie Air France, son président, Christian Blanc, vient d'engager un conseiller aux méthodes plutôt musclées, Stephen Wolf, ancien président d'United Airlines, et qui avait organisé la prise de contrôle de cette compagnie américaine par ses employés, seul moyen, selon lui, d'obtenir les concessions salariales indispensables. Une arrivée qui inquiète, c'est le moins qu'on puisse dire, les syndicats d'Air France. Laurent Bailly. Nom, Wolf. Prénom, Stephen. Un homme qui fait peur et que pourtant Christian Blanc, PDG d'Air France, ici à droite, vient de nommer conseiller. De Stephen Wolf, on retient surtout qu'il a redressé la première compagnie aérienne du monde, l'américaine United Airlines. Mais à quel prix? Près de 7000 suppressions de postes rien qu'en 93. Alors Christian Blanc admire le gestionnaire, mais pour les syndicats d'Air France, Wolf, ce serait plutôt le grand méchant loup. Nous sommes, nous, en contact avec les syndicats américains, les syndicats d'United Airlines, et on peut remarquer que quand les salariés ont repris le contrôle total de cette compagnie aérienne, la première chose qu'ils ont fait, c'est de se débarrasser du président, M. Wolf. Donc, voir arriver ce monsieur comme conseiller de M. Blanc, vous comprendrez que ça nous pose, nous, syndicats d'Air France, de nombreuses questions. Réduire les coûts, telle est l'obsession de ce Californien de 53 ans. Stephen Wolf a d'abord appliqué des méthodes musclées chez American Airlines, puis à la Pan Am, ce qui ne l'a d'ailleurs pas sauvé de la faillite. Il a aussi présidé Republic Airlines, dont il a organisé la fusion avec Northwest, et enfin United Airlines pendant 7 ans. À Air France, dont le PDG prépare la privatisation, Wolf arrive en terrain balisé, puisque le plan blanc, d'ailleurs adopté par les salariés, prévoit la suppression de 5000 postes.
Dans un instant, avec notre invité Laurent Fabius, nous reviendrons sur les dernières déclarations d'Édouard Balladur, notamment sur un dossier très sensible pour la gauche, la privatisation éventuelle de Renault. Ce matin, au micro d'Europe numéro 1, le Premier ministre a confirmé que l'État restera un certain temps majoritaire dans le capital de cette entreprise. Une question qui agite bien évidemment beaucoup les salariés de Renault qui viennent tout juste de rentrer de vacances. Reportage à Sandouville, Régis Cotias, Jean Cornu. C'est la rentrée chez Renault. Premier jour de travail et déjà première interrogation. Le sujet, la privatisation partielle de l'entreprise, ses effets, ses conséquences. Chez les 7000 salariés de l'usine de Sandouville, beaucoup de réponses de Normands, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, mais surtout beaucoup d'inquiétudes au sujet de l'emploi. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur avec la privatisation et tout ça. Qu'est-ce qui va acheter Renault Si un jour on a du chômage technique comme on a eu l'année dernière, que l'usine ne marchait pas bien, privatiser, on ne supportera pas ça, on se mettra mettre dehors. Ça peut être une bonne chose, à partir du moment que c'est séparé en deux. Une partie l'État, une partie privatisée. Mais il faut que l'État conserve la majorité. Ah oui, il faut que l'État conserve la majorité. Du côté des syndicats, on a planché pendant l'été et les réponses sont nettement plus précises. Que va-t-il advenir, particulièrement d'une usine comme Sandouville, qui fabrique du haut de gamme, puisqu'il semblerait qu'on parle un petit peu de peut-être éventuellement d'un rapprochement avec Mercedes, qui lui aussi fabrique du haut de gamme. Et nous nous demandons si, à la faveur de tels rapprochements, il n'y aura pas des licenciements à tour de bras dans notre entreprise. D'accord, Renault est au-dessus, largement au-dessus des conventions collectives, notamment de la métallurgie qui existe aujourd'hui. Et donc, ça serait quand même quelque chose de très grave. À l'heure actuelle, on nous dit qu'il y a un recul social important. Eh bien, on va continuer, on va aggraver le recul social si effectivement Renault est privatisé. Cet accord passé par le dessus. À Sandouville, aucune discussion officielle entre la direction et les syndicats. Pour cela, il faut attendre les conditions précises à l'entrée de nouveaux actionnaires, des conditions encore inconnues. Tôt ce matin, au micro d'Europe numéro 1, Édouard Balladur a donc précisé sa politique en matière économique et sociale, tout en exposant sa philosophie en matière de politique étrangère, cette fois dans les colonnes du Figaro. Jérôme Catala. Édouard Balladur sur tous les fronts. En politique étrangère, depuis son déplacement en Afrique et spécialement au Rwanda en juillet dernier, le Premier ministre veut imposer son image d'homme d'État et n'hésite pas à définir dans une interview au Figaro notre politique étrangère, entendez celle de la France. Quant à l'Europe qu'il veut étendre en la diversifiant, mais aussi à l'Algérie où Paris mène, selon lui, une politique équilibrée. Sur l'autre front, celui de la politique intérieure, Édouard Balladur s'est voulu ce matin sur Europe 1 extrêmement prudent par rapport au sondage, mais résolument optimiste sur le plan économique et social. Selon lui, les chiffres du mois de juillet devraient confirmer la baisse du taux de chômage. Au total, un chef de gouvernement qui parle comme un chef d'État, même s'il refuse de dévoiler ses intentions avant janvier 1995, même s'il indique que l'enjeu majeur de la prochaine campagne présidentielle sera un choix de société. Quant à ses relations avec Jacques Chirac, c'est simple, les deux hommes se voient quand c'est nécessaire. Laurent Fabius, bonsoir. Ce matin, Édouard Balladur a rappelé que pour lui, la lutte contre le chômage serait l'un des grands enjeux de la présidentielle de l'an prochain. Demain, dit-on, les chiffres du chômage devraient confirmer l'embellie constatée le mois dernier. Est-ce que vous croyez possible un véritable renversement de tendance d'ici le printemps prochain ? D'après les chiffres qu'on peut connaître, parce qu'au moment où M. Balladur s'exprimait, il connaissait déjà les chiffres, même s'ils ne sont pas encore publics, il semble qu'il y ait statistiquement un arrêt de la progression du chômage. Et de cela, il faut évidemment se réjouir. Mais le problème, il n'est pas que statistique. Quand on regarde les choses au fond, il y a une certaine reprise économique limitée dans l'ensemble du monde, et donc elle touche aussi la France. Mais le problème du fond ne va pas changer. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. Ce n'est pas parce qu'on va avoir 0,5% de croissance en plus ou 1% de taux d'intérêt en moins que ça changera. Il faut bien voir qu'on est dans un bouleversement du monde total. Pour la première fois, il y a des pays qui sont en concurrence avec nous, qui ont à la fois des technologies très avancées et des salaires très bas. Et par rapport à ça, ce n'est pas la recette Balladur qui permet d'avancer. Donc je crois que sur le fond, quand on fera les comptes, à la fin du mandat de M. Balladur, la France aura perdu 2 ans. Mais dans l'intervalle, il va y avoir une certaine stabilisation statistique. Avec le Parti communiste, vous aviez l'intention de faire du dossier Renault un grand cheval de bataille sociale. Est-ce que le Premier ministre vous a pas un petit peu coupé l'herbe sur le pied ?
comment se pose la question de Renault? C'est une question que je connais bien, d'abord parce que j'ai eu à la traiter quand je dirigeais le gouvernement, et puis je la connais bien en tant qu'élu de Normandie, puisque Renault est implanté très fortement, vous avez parlé de Sandouville tout à l'heure, et dans ma propre circonscription, il y a la grande usine de Cléon, donc et de CKD Grand Couronne, donc je connais cette question très bien. Le problème numéro un, c'est la question de la stratégie industrielle. Dans le XXIe siècle qui arrive, ce n'est pas vrai qu'il y aura autant de groupes automobiles qu'aujourd'hui. Donc il va y avoir des regroupements. Alors, avec qui Renault va-t-il se regrouper? Qui va contrôler qui? Et quelles seront les conséquences pour les salariés? Et au lieu de traiter cette question-là, qui est la question essentielle, le gouvernement, et la déclaration de M. Balladur, même si elle est en recul, ne change pas les choses, le gouvernement a besoin de cash sur le plan budgétaire, et donc dit je vais privatiser une partie de Renault. Mais évidemment, les salariés sont inquiets, et ils ont raison de l'être, on l'a vu à la télévision tout à l'heure, et en plus, ça ne résout pas du tout la question centrale, qui est quelle doit être la stratégie industrielle de Renault pour en faire un très grand groupe international à base française. Au premier tour des présidentielles en avril, est-ce que les socialistes préfèrent affronter M. Balladur, M. Chirac, voire les deux? Je pense qu'il y aura les deux, mais ce n'est pas nous essentiellement qui choisirons, comme vous l'avez deviné. Non, nous ne nous occupons pas de cela, nous nous occuperons le moment venu de notre candidat. J'ai déjà fait savoir il y a déjà pas mal de semaines que, à mon avis, le candidat le mieux placé était Jacques Delors, il n'y a pas de mystère là-dedans, mais je ne pense pas qu'il faut... Est-ce que vous êtes prêt à rouler à fond pour lui? Bien sûr. Mais je crois que ce serait une grave erreur que de se reposer la question toutes les semaines ou tous les jours d'ici là. Ce que nous avons à faire, c'est avoir une critique argumentée, objective de ce que fait le gouvernement et surtout développer nos propres propositions. Quant à notre candidat, nous verrons ça au mois de janvier. D'un mot, parce qu'on voudrait voter un autre dossier, comment vous expliquez l'exceptionnelle popularité d'Édouard Balladur? Oui, elle est très très élevée quand on regarde les chiffres. Moi je l'explique, d'abord je la reconnais en termes statistiques, il faut toujours être honnête. Et je l'explique par trois séries de raisons. La première, c'est que je pense que M. Balladur est un habile homme. C'est un politique habile. Et il fait un pas en avant, et dès qu'il y a un petit problème ou un gros, il recule. Et du coup, on est dans une espèce de consensus mou qui plaît. Bon, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on est dans une cohabitation qui finalement se passe bien. Alors, je m'en réjouis en tant que Français, mais d'un autre côté, les gens perdent leur marque. Parce que ce qui fait la popularité élevée de Balladur, ce n'est pas tellement le soutien qu'il a à droite, qui est normal, c'est le fait que des gens de gauche aussi le soutiennent, mais je crois que c'est dû à la cohabitation, au style de cohabitation qui s'est installé. Il y a une troisième raison, j'espère qu'elle est en train d'évoluer, c'est tout de même que M. Balladur a été assez uniformément présent sur beaucoup de médias. J'ai regardé la télévision pendant l'été, j'avais le plaisir de déjeuner avec M. Pasqua, de dîner avec M. Balladur. Parfois, ça changeait, parce que c'était l'un qui était à dîner, l'autre à déjeuner. Maintenant, j'espère que ça va être plus équilibré. Mais je reviens sur la première raison, qui est la principale. Balladur est un politique habile. Mais la question qui se pose, c'est celle-ci. Par rapport aux grands problèmes qu'on va avoir à affronter dans les 5 ans, dans les 7 ans qui viennent. Problème de l'identité européenne. Le problème d'un changement complet de la politique de l'emploi et la question de la politique sociale, ce n'est pas avec refusant de faire des réformes ou d'affronter les problèmes qu'on va s'en sortir. Et c'est une des raisons pour lesquelles moi je soutiendrai le candidat de la gauche, parce que je crois qu'on s'apercevra que ce n'est pas une espèce de style néolibéral consensuel mou qui va nous permettre de nous en sortir en tant que Français. Une toute dernière question, Laurent Fabius, sur un dossier qui est douloureux pour vous, celui du sang contaminé. Il va y avoir, depuis le 18 juillet, une information judiciaire ouverte contre 3 anciens ministres, dont vous. Dans les tout prochains jours, la commission d'instruction de la Cour de justice devrait prononcer des mises en examen. Alors, est-ce que vous souhaitez être jugé et comment vous voyez sortir politiquement et psychologiquement de ce problème? Oh, je ne vais pas répondre en 30 secondes, alors vous m'en donnez un petit peu plus peut-être. C'est vrai que c'est un drame terrible. Et donc on a toujours du mal à s'exprimer par rapport au drame et par rapport à la douleur des familles. Moi j'ai été l'un des rares hommes politiques dans le monde qui ait agi positivement et rapidement sur cette question. Et ça, je crois que personne ne le conteste. À l'époque, j'ai décidé de systématiser ce qu'on appelait le test de dépistage. Aucune voix ne s'est élevée contre. Certains ont dit c'est trop rapide même. Donc je ne pouvais pas
imaginer que ça aurait une suite judiciaire en ce qui concerne moi-même. Maintenant qu'elle est enclenchée, est-ce que vous souhaitez que ça aille jusqu'au bout? Maintenant, elle est enclenchée et il est évident que ce que je souhaite, c'est que la justice fasse toute la clarté. S'il doit y avoir des mises en examen, il y aura des mises en examen. Moi, j'ai agi comme je le devais et je souhaite vraiment qu'on aille à fond, au fond, parce que je n'ai strictement rien à cacher. Merci beaucoup Laurent Fabius pour ce témoignage et ces réponses à ces questions. À Lyon, l'ancien ministre de la Communication, Alain Carignon, a été entendu pour la première fois sur le fond par le juge d'instruction chargé du dossier Dauphiné News. Une affaire à l'origine, on s'en souvient, de la démission du maire de Grenoble du gouvernement. 5 heures d'une audition qualifiée de minutieuse. Commentaire d'Alain Carignon à la sortie. Je suis très heureux de cet entretien au cours duquel j'ai pu m'expliquer longuement. Sans transition, comme disent certains de mes confrères, un mot du tracas du préfet des Vosges, où rôde depuis plusieurs semaines un loup dans la bucolique région de Sénonges. Le problème, c'est que la chasse ouvre officiellement après-demain, 1er septembre, et que beaucoup de tartarins locaux aimeraient bien ramener la queue du loup en trophée. Reportage José Blanc-Lapierre qui n'a pas vu le loup. Dans ce troupeau paisible, à l'ombre du grand chêne, il manque une brebis, celle qui a été égorgée cette nuit. Pourtant, 2 gardes-chasse étaient là. Ils ont passé la nuit tout près, embusqués dans ces branchages pour traquer le loup. Ils n'ont rien vu, le propriétaire non plus. On n'a rien vu, on n'a rien entendu. Le loup des Vosges, cela fait des semaines qu'il leur échappe, et pourtant il s'en donne du mal. Lui au milieu, c'est le chef, celui qui distribue les rôles. Autour de lui, chasseurs, bénévoles, gardes-chasse, chacun ira se poster à un endroit précis, sans bouger. Et ça, jusqu'au lever du soleil, tenez-vous bien, même tactique chaque soir. On a le sentiment qu'il est toujours dans le même coin, mais on n'en est même pas certain. Ce qu'on est certain, c'est qu'il vient toujours manger au même endroit, qu'il vient toujours manger par ici. Bon, alors, la forêt la plus proche étant là-haut, on l'attend sur son trajet, mais c'est pas évident. Depuis quelque temps, à l'orée des bois, on voit fleurir ce genre de perchoir. Jean-François vient de passer 3 heures ainsi, pour rien. Mais il l'a fait par plaisir, il est venu de Savoie donner un coup de main à ses amis chasseurs. C'est un animal imprévisible, c'est un animal sauvage. Et c'est un mythe, le loup. C'est un mythe pour tous les chasseurs, pour tout le monde. Là, actuellement, il nous joue énormément. Quant au chef de l'équipe, son rôle est de sillonner la zone et d'alerter les autres au cas où il surprendrait l'animal. Le loup, il l'a vu avant-hier, à 400 mètres, trop loin pour le tirer. Et le capturer vivant, ça devient de plus en plus difficile, donc on s'est résolu à la deuxième solution. Si on peut le détruire, on le détruira. Et pour ceux qui en douteraient, le voici, filmé par un amateur. Voici celui dont le temps est compté, car gare à la chasse, ouverture ici, le 1er septembre. La crise de l'Opéra Bastille, suite du feuilleton. Hier, un juge des référés rétablissait provisoirement dans ses fonctions de directeur musical le chef d'orchestre coréen Myung Yong-chung, dont la direction de l'Opéra Bastille conteste le contrat. L'opéra a fait appel et ce matin, le chef d'orchestre s'est vu une nouvelle fois interdit de répétition. Reportage Louis Carzou et Didier Rancoeur, le bien nommé en l'occurrence. Il connaît mieux l'opéra que le directeur, à mon avis. Dès son arrivée ce matin aux abords de l'Opéra Bastille, le chef évincé donnait le ton. Fort de la décision du tribunal des référés au terme de laquelle son contrat de directeur musical est toujours valable, Myung Won-chung s'est donc présenté pour diriger les répétitions. Mais l'Opéra de Paris, qui a fait appel du jugement, ne l'entendait point de cette oreille. Dès lors, ce nouvel acte avait un goût de déjà-vu et après une demi-heure d'attente, le rôle principal du drame s'est retiré sur l'air désormais fameux du chou blanc. Ça me semble un peu exagéré, mais tout ce qu'on a vu, si on mettait tout ça dans un opéra, personne ne va croire, c'est trop incroyable. De fait, pour l'administration de l'opéra, la décision ne tranche point sur le fond du litige. Elle s'estime donc dans son bon droit en refusant l'accès au maestro tant que le tribunal d'instance ne se sera pas prononcé. Un argument qui sonne comme un couac de plus aux oreilles des avocats de Chung. Donc je vais immédiatement rédiger une requête avec le constat de l'huissier qui a constaté qu'on interdisait à M. Chung l'entrée à l'opéra. Et je vais aller la trouver en lui disant « Madame le Président, votre décision, on refuse de l'appliquer, qu'est-ce qu'on fait ?» En attendant la prochaine scène dont la justice sera sans doute l'héroïne principale,
La rentrée des personnels est prévue le 5 septembre pour l'opéra, ou peut-être un soap-opéra, que l'on pourrait intituler Bastille, ton univers impitoyable. Comme promis, retour à l'interview exclusive accordée à Stockholm à Monique Atlan par Taslima Nasrin, dont le roman Ladja, la honte, vient d'être publié par les éditions Stock. Ce roman raconte l'histoire d'une famille hindoue du Bangladesh prise à partie par des islamistes. Dès sa publication l'an dernier au Bangladesh, ce livre a été dénoncé par 2 groupes de fondamentalistes musulmans qui ont condamné à mort cette gynécologue de 32 ans pour blasphème envers l'islam. C'était le 29 juillet dernier à Dhaka. 200 000 manifestants pro-islamistes réclament le jugement de Taslima Nasrin et l'application de la fatwa. Condamné à mort dès septembre 1993 pour blasphème envers l'islam, sa tête avait déjà été mise à prix pour 15 000 $. Ce jour-là, Taslima Nasrin est encore introuvable. Depuis 2 mois, elle se cache dans son propre pays. Puis, le 4 août, elle décide d'affronter le tribunal. Avec le soutien tacite du gouvernement, la justice la laisse quitter le pays pour se réfugier à Stockholm, où nous l'avons rencontrée. Plus que jamais, Taslima Nasrin veut poursuivre son combat. Je dois prendre des risques. Parce que je dois écrire. Je dois faire quelque chose pour changer ma société. Alors il faut que je rentre dans mon pays, que j'écrive contre toutes les oppressions, contre le fondamentalisme. Je pense que je pourrais écrire mieux dans mon pays. En ce moment, les fondamentalistes sont fous. Ils veulent me tuer. Un jour, je pense que les conditions changeront. Qu'est-ce qui vous manque le plus en ce moment ici? Ma famille. Et mon pays. Oui, mon pays. J'aime mon pays. Votre famille vous soutient? Elle est derrière vous en ce moment? Oui, oui. Et ils doivent faire face à de nombreux problèmes. Ils ont perdu tous leurs amis. Mon père, médecin, a perdu tous ses patients. Et ma sœur a perdu son travail. Simplement parce qu'elle est ma sœur. Pourquoi avez-vous décidé de fuir en juin? Parce que je pensais que les fondamentalistes étaient si fous, si déterminés à m'assassiner. Ils ont manifesté contre moi, ils ont mis ma tête à prix. J'ai pensé que la prison, le chemin qui mène au tribunal, n'était pas assez sûr pour moi et qu'ils pouvaient me tuer à tout instant. Les meurtres politiques ne sont pas rares dans mon pays. Là-bas, les fondamentalistes sont des criminels de guerre. Le Bangladesh a combattu avec le Pakistan pour notre langue, notre culture en 1971. Et les fondamentalistes étaient alors des collaborateurs de l'armée pakistanaise. Ils ont tué 3 millions de Bengalis en 1971. Alors ils pouvaient me tuer à tout instant, moi aussi. Pourquoi votre clandestinité a été si difficile à vivre? Parce que la police était à ma recherche pour me mettre en prison. Et aussi, les fondamentalistes me cherchaient pour me tuer. Les gens avaient si peur de m'offrir un abri. Il était impossible d'aller d'un endroit à l'autre. Les gens avaient très peur. Mes amis les plus proches eux-mêmes avaient peur de m'offrir leur protection. J'y pense tout le temps. Mais oui, j'y pense tout le temps. Parce que dans cette mémoire, je trouve la force de poursuivre mon travail d'écrivain, de combattre plus fort le fondamentalisme. Même au prix de votre vie? Oui, bien sûr. Tout a commencé avec ce livre, Ladja. Est-ce que vous l'écririez de la même façon aujourd'hui? Oui, bien sûr. Vous ne changerez rien? Vous ne le regrettez pas?
Non, non, je suis fière de ce livre, parce que c'est la vérité. Et j'ai toujours aimé plus que tout dire la vérité. Je suis contre toutes les ignorances et les superstitions. Je veux une loi moderne. Une loi sans discrimination entre l'homme et la femme, sans injustice, sans inégalité. Je veux une loi moderne et civilisée. Je ne veux plus de la loi religieuse des islamistes. Ce sont des fous, des ignorants. Des serpents, des venins de serpents. Où trouvez-vous ce courage? En moi-même. Accident de télécabine sur le versant italien du massif du Mont Blanc, un mort, un employé et des remontées mécaniques. Football, Aimé Jacquet a rendu public une première liste de 18 sélectionnés pour la rencontre contre la Slovaquie, premier match des éliminatoires de l'Euro 96. Le sélectionneur a plutôt misé sur l'expérience tout en confirmant le Bordelais Zinedine Zidane, dit Zizou, l'auteur des 2 buts français contre les Tchèques. En Formule 1, retour en compétition de Nigel Mansell qui courra les 3 derniers Grands Prix et sous les couleurs des Williams-Renault. Et à Paris, les dirigeants de la Fédération internationale ont statué tout à l'heure sur le sort de Michael Schumacher, sanctionné pour non-respect du drapeau noir lors du Grand Prix d'Angleterre. Sur place, Yann Lavoie. En venant ce matin plaider sa cause, Schumacher souhaitait une réduction de la sanction. Mais en saisissant la cour d'appel, il risquait aussi de voir sa peine être alourdie. En fait, elle a été maintenue, suspension pour les 2 prochains Grands Prix à Monza et à Estoril. Pour tenter de comprendre cette lourde sanction, revenons sur les faits. C'était au Grand Prix de Grande-Bretagne. Schumacher ici double lors du tour de formation Damon Hill, pourtant qualifié pour la pole position. C'est interdit, chacun doit rester à sa place. Les commissaires décident donc de sanctionner Schumacher, mais après que le départ ait été donné. On agite le drapeau noir afin que l'Allemand regagne son stand pour observer 5 secondes de pénalité. Mais Schumacher, et là c'est plus grave, n'obtempère pas. Il faut attendre 6 tours pour qu'il se plie enfin au règlement. Il termine 2e mais ne marque pas les 6 points. Il est disqualifié et suspendu pour 2 Grands Prix. Sanction dont il avait fait appel. Aujourd'hui, on sait donc que la FISA ne badine pas, même pour des peccadilles. Le championnat du monde va sans doute être relancé puisque Damon Hill, qui n'a que 21 points de retard sur l'Allemand au classement des pilotes, a le champ libre pour 2 Grands Prix. Schumacher, lui, sera de retour le 16 octobre à Jerez en Espagne. Il aura alors 3 Grands Prix pour gagner le titre mondial qu'il mérite tant, à moins que la FISA en décide encore autrement. Un mot de tennis pour saluer l'exploit de Guy Forget qui a éliminé au premier tour du tournoi de Flushing Meadows le Suédois Mats Wilander. La télévision de la vie dont parlait Jean-Pierre Elkabbach lors de la présentation des nouvelles émissions de la chaîne attaque en direct dès ce soir sur France 2 vers 22h35 avec Improvise à fond. 2 comédiens, Philippe Lelièvre et Benjamin Rateau, vont improviser des sketchs à partir de thèmes choisis par les téléspectateurs au téléphone. Alors tout de suite, messieurs, je vous propose de nous expliquer le mode d'emploi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Mazur. Le mode d'emploi, il est simple. Il va y avoir un téléphone qui est le 42 32 14 14. Et on souhaite que les téléspectateurs de la France entière appellent pour nous proposer des thèmes. C'est pas forcément des thèmes astrales, bien évidemment. C'est ce qu'ils ont envie de voir jouer. On va pas donner d'exemple pour pas influencer les gens. Mais c'est absolument ce qu'ils veulent. Voilà. Il faut qu'ils laissent libre cours à leur imagination. Qu'il n'y ait aucune censure, vraiment ils y vont à fond et il y aura 52 minutes comme ça où il y aura de l'improvisation ponctuée de musique, Sandrine Kuckerman, coachée, malgré qu'on ne puisse pas dire ce mot-là à l'antenne maintenant, par Michel Lopez et éclairée aussi par Philippe Sazra. Et tout ça, ça se passera en direct. On a vraiment très très peur et c'est très 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 bien. C'est sans trucage, vous connaissez les thèmes combien de temps avant? Est-ce que vous avez le temps de préparer quelque chose? On connaîtra le thème. Il n'y a strictement aucun trucage. En plus, on va avoir 8 lignes téléphoniques, et c'est le public qui nous dira le numéro de la ligne. Donc on demandera le numéro de la ligne. Les personnes qui seront en ligne n'auront même pas dit leur thème avant, ce qui fait qu'ils vont arriver en direct sur le plateau, et ils diront ce qu'ils veulent. Voilà, c'est la loi du direct, c'est dans 1h30. On n'emmène pas large pour parler franc, quoi. Alors, petit test, si Jean-Pierre Elkabbach vous supprime l'émission pour mauvaise audimat, qu'est-ce que vous faites?
Eh ben, on achètera une fromagerie en Ardèche, on verra, on avisera à ce moment-là, et puis il y a d'autres chaînes. Oui, non, mais on retournera le 12 septembre au théâtre Le Ranelagh, dans un petit endroit qu'on connaît bien. Voilà, vous manquez pas de répartie, vous avez l'occasion de rappeler où vous jouez à Paris, donc nous vous retrouvons vers 22h35 pour cette première sur France 2. Après la chasse au loup dont nous avons parlé tout à l'heure, retour à la rubrique animalière pour terminer ce journal avec la stupéfaction tout à fait compréhensible de la responsable du refuge de la SPA de Montélimar qui a vu arriver hier soir 3 autres quelque peu encombrants, 3 éléphants victimes sans dommage d'un accident de la circulation survenu à un convoi de cirque. Les gendarmes venus sur les lieux de l'accident ont constaté que le semi-remorque transportant les 3 pachydermes n'était pas en état de circuler en raison de pneus lisses et un éléphant à pneus lisses. C'est dangereux, c'est bien connu, surtout par temps mouillé. Voilà, fin de ce journal. Vers 23h30, Catherine Sellac pour le journal de la nuit. Demain, pour les 4 vérités, à 7h50, Gérard Leclerc recevra le président d'Euro Disney, Philippe Bourguignon. Le dicton du jour, à la Saint-Fiacre, ça roule. Bon anniversaire à Air France, 61 ans aujourd'hui, à Jean-Claude Killy, 10 ans de moins, et à Roger Pierre, 10 ans de plus dans quelques instants. La météo, signée Sophie Davant, avec des risques très sérieux d'orage à l'est. Excellente soirée, à demain 20h, merci.